Ok, bonsoir à tous et à tous. Donc, pour notre première visioconférence dans le cadre de ces élections régionales qui auront lieu, je vous le rappelle, les 20 et 27 juin. Donc, je suis la tête de liste de la liste écologiste et solidaire qui regroupe 4 partis politiques et des citoyens. Donc, les 4 partis, c'est ELV, c'est Cap 21, Génération Écologie et l'Alliance écologiste indépendante. Alors, pour cette première conférence par Internet, nous avons décidé de prendre un thème qui nous est cher, qui est le thème de la coopération. Alors, coopération, c'est, pour rappel, c'est faire œuvre commune. Donc, c'est faire un projet avec, ensemble, et non pas seul dans son coin, et ensuite demander si ça convient. C'est pas du tout l'esprit. Donc c'est quelque chose qui nous correspond bien au pôle écologiste, tout simplement parce que ça fait maintenant 1 an que nous avons, commencé à imaginer, cette liste, le programme que nous présentons et on l'a pas fait tout seul dans notre coin. On a déjà fait un appel auquel vous avez été nombreux à répondre et puis, dans la foulée, on a travaillé aussi donc, avec les partis politiques qui souhaitaient nous rejoindre et donc c'est comme ça qu'on a pu créer ce pôle écologiste. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a les partis écologistes, mais il y a effectivement citoyennes et citoyens engagés qui veulent nous rejoindre. Vous nous écoutez ce soir. Et puis cette coopération, en fait, c'est vraiment le sens même de notre travail, que nous voulons être porteurs d'espoir, un travail et des projets qui fassent sens avec, mais surtout, voilà, pour et avec les citoyens et citoyennes de la Bourgogne-Franche-Comté, de notre grande région. Donc, c'est en travaillant ensemble, en prenant le temps d'identifier les contraintes et enjeux, que nous serons sûrs que le projet que nous construisons et que nous construirons avec vous toutes et vous tous ensemble sur l'ensemble du mandat et même au-delà, c'est un vrai projet de société, c'est un projet novateur, c'est un projet qui réconcilie l'homme avec la nature, qui réconcilie l'économie, le social avec l'écologie. Donc tout ce projet-là, tout ce programme-là, c'est au fur et à mesure que nous le construisons tous ensemble. Voilà, donc c'est la première réunion ce soir, le premier rendez-vous. Voilà, on tâtonne peut-être un petit peu. On a débuté avec un peu de retard, on s'en excuse, mais c'est les aléas du direct, comme dit Sarah. Donc voilà, on innove aussi un peu avec cette campagne qui s'annonce beaucoup de façon dématérialisée. On le regrette, mais c'est comme ça. Et puis donc, on vous donne rendez-vous tous les vendredis pour une thématique chaque fois nouvelle. Voilà, donc je vais laisser donc la parole aux intervenants intervenantes avec donc la coopération comme levier de développement. Et puis c'est vrai que cette soirée a été concoctée par nos amis du Jura, hein, donc au lieu de la coopération, bien évidemment avec les fruitières, la filière comté, mais bien de là aussi. Puis je pourrais aussi parler de la Franche-Comté qui est un véritable exemple aussi de coopération. Et puis en Bourgogne, nous avons aussi des exemples. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Et puis donc, j'espère bien que cette réflexion que nous aurons tous ensemble ce soir, donc vous avez vu, vous pouvez poser des questions, ben, ça fera que la région pourra prendre effectivement une place importante dans l'accompagnement de ce savoir-faire, de ce faire local, de se faire avec, pour et tous ensemble, un savoir qui est non délocalisable à l'échelle humaine et donc que nous vous proposons ce soir d'explorer tous et toutes ensemble. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup Stéphanie pour ces quelques mots d'accueil. Je suis Pascal Blin, donc tête de liste derrière Stéphanie dans le Jura et j'ai avec moi un certain nombre d'intervenants que je vais vous présenter avant de leur céder immédiatement la parole. Tout d'abord, Monsieur Bergeret et Monsieur Le Goff interviendront pour nous parler de la fraternelle de Saint-Claude et des enjeux donc, qui se réinventent là-bas depuis plus de 140 ans. Bonsoir messieurs. Nous aurons l'occasion de voir avec vous un petit peu comment on se renouvelle et où on en est aujourd'hui dans le fonctionnement de cette coopérative qui fonctionne encore. Second temps, je laisserai la parole à Sarah Percy, qui est numéro 2 sur la liste du Jura. Elle se présentera tout à l'heure et elle nous donnera quelques éléments de cadrage, quelques éléments chiffrés sur la coopération dans le champ économique.
Viendra ensuite le tour de Marie-Odile Minguet. Bonsoir Marie-Odile. Elle nous présentera le CPIE. Donc je n'écorne pas son intervention, mais c'est une association qui intervient dans le champ de l'environnement et qui de plus en plus se trouve confrontée donc à l'animation des territoires et à l'engagement citoyen, en particulier dans le champ des énergies. On aura ensuite l'intervention de Noël Dubois. La transition est bien faite puisque Noël Dubois est administrateur des centrales villageoises du Haut-Jura, une société qui mutualise des projets, on va dire, portés par les collectivités et d'autres portés par le privé, par des particuliers, afin de développer et de réussir la transition énergétique en installant prochainement, par exemple, des toitures solaires. Voilà, mais là aussi, on lui laissera développer ce système innovant de coopération qui permet donc d'aller plus vite, d'aller plus loin en termes de transition énergétique. Voilà pour le tour de table. Donc, je vous ai dit que j'avais à mes côtés Sarah Percy, spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Elle sera aussi la gardienne du temps et celle qui, avec Éric Oterno, tête de liste, lui, sur le territoire de Belfort, auront en charge au bon fonctionnement technique de cette soirée. Hein. Donc voilà, s'il y a quelques soucis, n'hésitez pas à le faire savoir. Éric ou Sarah auront accès à vos questions et à vos commentaires. Je vais peut-être laisser Sarah nous dire deux mots sur le mode de fonctionnement pour les questions. Comment cela va-t-il remonter? Bonsoir à tous et à toutes. Merci également de participer à cette première visioconférence. Alors, vous avez le choix, en fait, en fonction du média sur lequel vous êtes connecté. Si vous êtes sur Zoom, il suffit d'utiliser le chat. Donc, vous n'êtes pas visible à l'écran, mais bien sûr, nous, on regarde le chat. Et sur Facebook, j'ai également un acolyte, François, qui relèvera vos commentaires. Donc, vous pouvez très bien commenter la vidéo en direct. Nous centraliserons les questions que nous poserons à chaque fois à la fin des interventions des intervenants. Voilà, on essaiera de cadrer un petit peu. Donc, sachant aussi que sur Facebook, il y a un petit délai de 15 secondes. Dès que vous avez une question, n'hésitez pas à la poser tout de suite, parce que quand on passera à l'intervenant d'après, voilà, comme il y a les 15 secondes de délai sur Facebook, je pourrais peut-être ne pas la voir. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser en commentaire directement vos questions. Merci Sarah pour ces précisions. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On aura ce temps d'échange après chacune des interventions, donc n'hésitez pas effectivement à noter vos questions par écrit. Bien, bah, écoutez, je vous propose d'attaquer directement avec notre première thématique, la coopération à Saint-Claude au sein de la Fraternelle, une coopérative ouvrière, d'abord centrée sur le secours aux ouvriers, au secours mutualiste entre ouvriers. Je ne développe pas, mais je crois que c'est Félix Le Goff qui donc va nous dresser quelques éléments un peu historiques. Oui, donc la coopérative La Fraternelle a été créée à la fin du 19e siècle à Saint-Claude. Donc c'est un territoire qui est historiquement très ancré dans le système coopératif, comme vous l'avez rappelé, à travers les fruitières à Comté. Pour moi, j'aime bien présenter la coopérative comme une transition sociale. À la fin du 19e siècle, on est passé par la révolution industrielle et les ouvriers vont se réunir ensemble pour penser à comment vivre mieux ensemble et mutualiser leurs moyens pour améliorer leurs conditions d'existence. Voilà, donc ils se réunissent pour créer une coopérative de consommation donc alimentaire. Les commerçants ont le monopole un peu, pratiquent des prix assez importants à cette époque-là, et ils vont avoir cette initiative
d'acheter en commun les produits et pouvoir consommer à travers cette coopérative. Et les bénéfices vont être récupérés par la coopérative en commun pour faire accéder aux ouvriers à tout un tas de services sociaux. Alors, à l'époque, c'est innovant, évidemment, hein, de ne pas redistribuer les bénéfices, entre guillemets, aux patrons, mais les garder pour financer justement l'action sociale Ouais, et culturel aussi. et culturelle. Voilà. Il y a tout un volet d'éducation populaire aussi et d'émancipation par l'éducation. Alors, au fil de ces 140 ans, qu'est-ce que la fraternelle n'a pas fait, justement? Hein, elle a commencé par l'alimentation, on arrive aux questions d'éducation populaire. Ouais, alors très vite aussi, les bénéfices vont servir à créer des coopératives de production également. Il faudrait en parler. Et tout ça va créer un cycle vertueux du capital. Dans le sens où la coopérative de consommation va amorcer la pompe pour accéder à l'outil de production et les bénéfices générés par ces coopératives de production vont être réinvestis dans le social et dans le culturel. Et donc, on va On a un pouvoir… effet levier vraiment sur le territoire avec la création de nouvelles activités et donc finalement la pérennisation de nouveaux emplois, la stabilisation d'emplois plus nombreux qui vont à leur tour permettre un accès à la consommation. C'est ça, ouais. On va arriver à des coopératives qui vont compter 400 ouvriers dans le diamant. Pour la pipe, Roger, je ne sais plus combien c'est d'ouvriers, mais c'est important également. Alors, je peux, bon, Intervenez, n'est-ce pas? Oui, oui, n'hésitez pas. je, je voudrais simplement préciser que la fraternelle aujourd'hui est vraiment l'héritière de la fraternelle historique, mais que ce n'est pas une coopérative, c'est une association loi 1900. C'est un petit détail, parce qu'elle est vraiment s'est installée, on peut dire, dans le sillage de la fraternelle historique. Vous m'avez posé une question particulière, je crois, si vous pouvez la répéter. Oui, c'était autour du développement au cours de l'histoire, de l'arrivée de nouveaux adhérents, de nouveaux contributeurs. Félix nous disait qu'on était monté sans doute jusqu'à 400 membres ouvriers et coopérateurs. Alors, pour la coopérative Le Diamant, c'était une des plus grandes entreprises mondiales. Et d'autre part, elle avait des statuts qui étaient vraiment les statuts PONAR, c'est-à-dire que les bénéfices n'étaient pas redistribués aux coopérateurs, aux diamantaires coopérateurs, mais ils étaient versés à un fonds social qui va servir évidemment à construire des logements, bien sûr alimenter une caisse sociale, à permettre aussi des activités culturelles, sportives et autres. Ça, pour la pipe, ça a été quand même moins important au point de vue des effectifs, mais je crois qu'on a dû atteindre sans doute la centaine, disons la centaine. Est-ce que c'est une création d'activités nouvelles, le travail de la pipe, ou est-ce qu'au contraire, c'est une évolution d'un artisanat qui s'industrialise petit à petit? Alors, c'est la suite d'une industrie jurassienne traditionnelle, des industries du bois, mais qui a été révolutionnée par l'utilisation de la bruyère comme matière première et non pas du buis. Et donc, on peut dire quand même que dans les années 1870-80, la pipe est une industrie complètement renouvelée. Mais là aussi, c'est une industrie dont le marché est mondial. On ne se place pas au plan régional, mais carrément mondial. On vend de ces pipes en Australie, aux États-Unis, partout. Et alors, le diamant, c'est encore plus important, la mondialisation, puisque le diamant est par définition une activité de luxe complètement monopolisée par la De Beers et d'autre part par les grands centres financiers et commerciaux du diamant que sont Anvers et Londres surtout. Et ce qui a été remarquable, presque étonnant, c'est que ces ouvriers, notamment de la coopérative à Damas,
partis à Londres vont apprendre rapidement l'anglais, vont se faire agents commerciaux et pouvoir prendre des initiatives d'acheter des séries de diamants qui valent des fortunes énormes et devenir vraiment des agents très efficaces. Donc, ces ouvriers, je ne sais pas, c'est peut-être le fait de l'école, l'instruction était quand même très développée aussi dans le Jura. Il y avait aussi, c'est une élite avec des métiers quand même assez qualifiés. Peut-être ça permettait de dégager comme ça des gestionnaires et des gens qui avaient la capacité de gérer des questions qui sont quand même très pointues au niveau de la finance, au niveau des techniques. C'est une question qui nous intéresse, hein, de voir quelles sont les conditions de réussite, finalement, quels sont les levains nécessaires pour pouvoir réussir finalement à mettre en place ce système coopératif. Alors, à l'origine, il faut bien dire que le diamant, la pipe peut-être moins, mais le diamant, c'est une industrie importée à Saint-Claude, qui a été, les entreprises diamantaires ont été créées par des diamantaires de Paris et le capital, il vient d'ailleurs. Et Saint-Claude est avant tout une ville de sous-traitance. Alors, sauf peut-être la coopérative à Damas. Alors ça, c'est un point, une très grande dépendance de l'extérieur et évidemment des fluctuations des prix du brut, des prix du taillé, de la conjoncture mondiale, des fluctuations monétaires. Et c'est extraordinaire de voir un Samuel Huyet, ouvrier chez Damas, qui est capable de se débrouiller pour faire des achats de monnaie au bon moment, arriver à trouver pour sa coopérative des marchés, mais c'est une industrie principalement quand même de sous-traitance. Les leviers sont quand même à l'extérieur, ce qui n'a pas empêché la durée et la réussite de cette industrie. On y reviendra sans doute. Oui, oui, allez-y, allez-y. Je dis souvent, moi, quand je faisais des visites de la fraternelle, la coopérative, ce n'est pas une question d'idéologie finalement, c'est une question presque de ventre. En effet, la création des coopératives dans le Jura correspond à peu près à une grande dépression mondiale qui va de 1873 au début du XXe siècle, où il y a une concurrence de plus en plus grande, des fluctuations de prix extrêmement lourdes à assumer, et par conséquent, les coopérateurs sont généralement des ouvriers qui sont sur le pavé, parce qu'ils ont fait grève, on les a renvoyés, parce que les patrons, tout simplement, ont démissionné. Et alors, ils disent, eh ben, on va faire une coopérative, avec très peu de moyens. C'est une riposte, finalement. C'est une réaction à une situation de crise qui permet de rebondir. Dans une situation de crise que, disons que ces diamantaires se sont véritablement pris en main. C'est un peu différent pour Adamas dans la mesure où c'était des diamantaires, des ouvriers diamantaires qui avaient déjà un tout petit capital. Et puis d'autre part, c'est leur patron qui a presque été à l'origine de la coopérative. Il voulait se débarrasser de son usine, il a dit, prenez-la. Bon. Donc, ça, c'est le problème d'Adamas. Mais dans le cas du diamant, ils avaient tellement peu de moyens que l'action n'était que de 50 francs, c'est-à-dire vraiment très peu de choses. Il n'y avait que l'outil de travail pour eux, la volonté de vivre, parce qu'il fallait quand même pas mourir de faim. À la suite des grandes grèves diamantaires des années 1895-1896, il y avait eu des lockouts. Certains avaient été obligés de s'exiler, de partir. Donc, ils veulent rester sur place, ils veulent vivre sur place. Eh bien, ils lancent la coopérative avec les conseils de personnalités comme par exemple Henri Ponard. Et puis la fraternelle qui a apporté un soutien financier. Parce qu'en toutes ces coopératives, il y a évidemment une complicité dans l'action, des énergies que l'on met en commun.
Ah oui, tout à fait. Plus il y a de coopératives, plus elles se solidarisent en Elle se fait et elles solidarise. s'épaulent mutuellement. Alors, on reviendra vers vous, Monsieur Bergeret, sur une question hein, de comparaison finalement entre la situation de l'époque et la situation actuelle. Vous l'avez évoqué à travers déjà, en insistant sur le côté mondialisé de l'économie à l'époque. On tâchera de voir les différences et de voir en quoi le modèle peut aujourd'hui trouver de la pertinence. Je voulais revenir pour une dernière question autour de la culture. Peut-être Félix a-t-il des compléments à nous faire sur la situation actuelle. Donc, c'est une association aujourd'hui, la Fraternelle. Elle gère, je crois, un complexe cinématographique. Elle gère un certain nombre d'activités, d'ateliers. Je vais vous laisser peut-être nous dire exactement ce qu'il en est, combien d'emplois. Oui, donc l'association elle a été créée à la suite de la dissolution de la coopérative en 1984. Et elle reprend dans ses statuts le devoir de perpétuer la mémoire des coopératives et des faits de résistance qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, et également tout le volet d'éducation populaire que souhaitaient porter les coopératives, enfin la coopérative fraternelle. Donc elle reprend le nom, la Fraternelle, et elle met en place dès les années 80 la reprise du cinéma, notamment pour Saint-Claude. La gestion, donc c'est une grande et belle salle qui a été construite en 1910, qui fait à la fois cinéma et théâtre. Donc on porte aussi une troupe de théâtre amateur et des productions de pièces de théâtre. Euh, ouais. Donc sur les activités, j'en oublierai certainement, mais on a un atelier art plastique qui s'est constitué autour des machines d'imprimerie qui existaient à la Fraternelle, à la coopérative La Fraternelle, sur lesquelles elles imprimaient les journaux de propagande, on va dire, coopérativistes. Mhm. Et donc il y a tout une activité de production artistique où on accueille des artistes en résidence euh, et de restitution de tout ce qui est produit dans nos murs, à travers notamment une artothèque et une boutique où on vend les œuvres, et bien sûr toute l'activité de concert, musique, danse, etc. D'accord. Alors, est-ce que les intervenants sont aujourd'hui associés? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui simples salariés de l'association ou est-ce qu'ils sont impliqués comme l'étaient les coopérateurs finalement Non, on est sur un statut associatif, et donc on a 12 salariés à c'est l'heure ça. actuelle. Euh, voilà, plus des services civiques, et on prend aussi des jeunes en alternance. Voilà. Très bien. Mais c'est un statut de salarié, quoi. Alors, je vais peut-être demander si on a des questions qui se sont fait jour. Je ne les vois pas. Donc, je donne la parole à Sarah peut-être sur ce point-là. Oui, merci Pascal, merci Félix et Roger. Pour l'instant, pas de questions, mais des commentaires, parce que on salue en effet la Fraternelle comme un haut lieu historique de combat et qui parfois on a peut-être payé un peu le prix fort, donc c'est pas toujours évident. En plus, là, avec la situation pandémique qui fait que la culture est Oui. également un peu en souffrance. On a aussi un haut jurassien, Olivier, qui souligne, comme nous, qu'en effet, le système coopératif nous montre le chemin avec la mutualisation des bénéfices, qui est quand même une très, très bonne idée. Donc voilà, on peut souligner ça. Moi, j'aurais quand même une question, en effet, sur, selon vous, en définissant la coopération, est-ce que c'est plus intéressant d'être ensemble que tout seul, si jamais on devait être assez pragmatique? En fait, moi, ce que je crois, c'est que d'être ensemble, ça demande beaucoup d'efforts au départ. Et il y avait vraiment une éducation autour de ça, de savoir faire ensemble et de savoir coopérer, qui s'est montée dans dans la coopérative. Il y a une université ouvrière. Et je pense que ce qui a amené les gens
c'est vraiment le pragmatisme et la nécessité, comme disait Roger. Et c'est le fait de voir que les services apportés, ça marche. On avait des congés maladie, si on tombait malade, on avait une retraite à partir de 1896, hein, bien avant tout le monde. Voilà, on construisait des logements où on pouvait habiter dedans en plein cœur du quartier bourgeois de l'époque. Euh, on arrivait à atteindre des choses que jamais les ouvriers auraient pu espérer Oui, seul, ce n'était pas accessible. ou beaucoup plus tard. Et voilà, l'ensemble du pays a pu en profiter qu'à partir de 1945 avec la création de la sécurité sociale, quoi. Alors, est-ce qu'on serait trop riche aujourd'hui pour pouvoir travailler ensemble? Est-ce qu'on est condamné à l'individualisme? Non, il paraît qu'il y a un côté comme ça, ouais, dans l'entraide qui apparaît prioritairement dans les milieux, y compris au niveau de la nature, là, dans les milieux austères, quoi, pauvres. Mais clairement, ouais, la coopérative, la fraternelle a perdu de son sens après 1945. Et bon, elle a payé un très lourd tribut pendant la guerre avec le pillage de ses comptes, etc. et la déportation de nombre de ses membres. Et voilà, après, je ne sais pas si on est trop riche, c'est une bonne question. Ouais, ouais. Nous, on est convaincus que la solidarité doit faire partie de la solution. Il y a un élément de réflexion qui me dit que tout ce qu'on a mis en place avec la sécurité sociale, on le paye par rapport à une imposition. Et je ne sais pas quels étaient les taux d'imposition à l'époque. Peut-être que les salaires étaient très bas, donc je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'éléments. J'y réfléchis souvent, mais je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse. Okay. Monsieur Bergeret, un mot pour compléter? Pour compléter, moi je dirais qu'il y avait au départ un investissement de la part de personnes qui avaient vécu à une époque où la vie était très rude, où l'habitat était quelque chose d'effarant. Il y avait des épidémies de typhoïde, de muguet, de maladies maintenant qui nous paraissent d'autrefois, mais qui faisaient que l'espérance de vie des enfants à Saint-Claude était celle d'un pays du tiers-monde. Alors, il fallait qu'on s'en sorte. Et justement, je dirais, la solidarité, quand on est dans un malheur commun, eh bien, elle se crée, je dirais, spontanément. L'idéologie est venue peut-être après, mais je crois que le moteur, ça a surtout été effectivement la découverte de ce qu'on fait mieux les choses ensemble que seul. Donc, comme je disais, c'est plus une question de vente. Ce n'est pas parce qu'il y a eu Fourier était franc-comtois et tout cela, on n'a pas pris ce modèle-là. Après peut-être. Mais je crois que le mouvement est né d'abord peut-être aussi d'une tradition associative très forte dans le Haut-Jura. Alors, on parlait des fruitières, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien de collectiviste hein, ou de socialiste, la fruitière. Mais on veut aussi concilier les deux. Saint-Claude, à Saint-Claude, c'était un système de travail, de production où l'ouvrier avait ce qu'on appelait louer une place à un patron, travailler avec ses outils. Donc, c'était quelque chose de, naturellement très individualiste finalement. Souvent même, il louait sa place, il apportait ses outils, mais il était extrêmement, ça c'est vrai pour la pipe ou le diamant par exemple, et l'idée, c'est venu finalement, pourquoi on ne créerait pas un atelier où on grouperait toutes nos places, tous nos outils ensemble, plutôt que de dépendre d'un capitaliste finalement qui achète, qui, disons, loue des places à des ouvriers et puis qui les loue parfois cher. Et quelquefois, un ouvrier ne peut pas payer sa place, on décroche la courroie. Vous voyez, c'est sous la pression de ces circonstances que finalement les choses se sont créées.
Mais il y a aussi donc une tradition mutualiste très forte quand même, les mutuelles. Et puis il y a le problème agricole aussi. Il ne faut pas oublier quand même que c'est, je crois, dans les années 1880 que le Crédit Agricole est apparu à Salins, par exemple. Alors, justement, le coopérativisme modèle Ponard, il n'a pas suivi, il n'y a pas une coalescence avec le coopérativisme agricole. On dirait presque que ce n'était pas antinomique, mais Ponard avait peut-être du mal à se situer par rapport aux agriculteurs. Elle disait surtout ne nous prenez pas pour des collectivistes. Il faut concilier l'attachement à la propriété et en même temps la solidarité. Il avait nous sommes socialistes, la nouvelle organisation sociale doit avoir pour base l'esprit d'association dégagé de toute entrave collectiviste. La seule qui puisse rétablir l'équilibre est restituer à tous les membres de la famille humaine leur part de propriété et mettre en harmonie l'organisation sociale. Vous voyez, cette idée d'harmonie aussi. Pas trop de concentration, échapper au grand capital, mais en même temps laisser à l'individu de l'initiative, une certaine autonomie, et puis une certaine autonomie aussi de décider de son temps de travail, de ses conditions de travail au sein de l'Assemblée générale de la coopérative. C'est cet équilibre-là qui fait, je crois, que l'expérience a duré et qu'on a échappé à la fois à la disparition au profit de grandes sociétés capitalistes, de nos industries locales, et en même temps à l'embrigadement. Il n'y a jamais eu d'embrigadement. Donc, il y a beaucoup de liberté et une volonté de conserver cette liberté. Je vais vous remercier pour ces éléments et ces rappels historiques fort précieux pour notre réflexion et notre compréhension. On reviendra, je l'ai dit tout à l'heure, sur la comparaison avec la situation actuelle. Fort heureusement, le logement ou la santé ou la protection sociale ne sont pas encore, et je souhaite que ce ne soit jamais le cas, revenus à cette situation très critique que vous évoquiez en 1890. Mais on a sans doute effectivement des éléments de comparaison, des éléments semblables qui peuvent laisser espérer pouvoir tirer profit à nouveau de la coopération. Je vais donner la parole à Sarah justement pour nous donner un aperçu de l'économie sociale et solidaire. Juste avant, j'ai une question qui a été posée sur Facebook concernant les finances. Est-ce que la municipalité de Saint-Claude est partie prenante en termes de versement des subventions? Je sais que vous êtes soutenu notamment par le conseil régional, mais est-ce que la municipalité de Saint-Claude participe? Et en tout cas, on salue en effet l'histoire de la vie citoyenne qui s'est créée autour de l'activité économique grâce à la coopération. Voilà, si vous pouviez juste répondre. Oui, bien sûr, on est soutenu, enfin, on a une subvention de la mairie. Après, je ne rentrerai pas dans la technicité financière, mais c'est des subventions en fait qui sont sur des appels à projets spécifiques et voilà, pas de subvention de fonds, on va dire. Mais voilà, on garde une subvention de la part de la mairie. Il y a un contrat d'objectif, j'imagine, qui permet donc de sécuriser un peu le parcours sur plusieurs années. Bon, c'est plutôt clairement la région ou le département qui nous soutiennent plus fortement. La mairie, la subvention, pour la moitié d'entre elles, on la reverse directement sous forme de la taxe foncière, en fait. D'accord. Bon. Merci de ces éléments et ces précisions. Ouais. Voilà. Sarah, d'autres questions peut-être, non? C'est bon pour moi. Non, c'est bon. Eric, je me tourne vers Eric, pas de souci. Tout va bien, on a une bonne diffusion sur Facebook. Merci Eric. Encore désolé des 5 minutes de retard. Voilà, vous pouvez poursuivre. Voilà, non mais le cadrage technique pour une première, c'était un petit peu incontournable.
Bien, donc je cède immédiatement la parole à Sarah pour nous dresser un petit portrait de la situation actuelle. Merci, oui Pascal. Je voulais simplement en fait parler de la qualité de la coopération comme modèle économique, puisque en effet, quand l'entreprise appartient à ses membres, comme on vient de le voir avec la fraternelle dans ses débuts, avec une obligation de réinjecter les bénéfices à l'intérieur de l'entreprise, vous imaginez bien que ça fait des entités économiques qui sont plus solides qu'une entreprise qui est dans le CAC 40, qui appartient à ses actionnaires et où il peut y avoir des fuites de capitaux. Là, c'est réinjecté dans la structure auprès de ses salariés. Donc, par exemple, un retour positif immédiat, c'est la question de l'emploi. On s'est rendu compte que lors de la crise de 2008-2009, en France, les associations non seulement ont pu conserver leurs emplois, et pour certaines ont pu embaucher, alors que bon nombre d'entreprises mettaient la clé sous la porte. On s'est rendu compte que le modèle associatif, selon le mouvement associatif à l'époque, qui avait fait son étude, était conforté parce que c'était des structures, des entités collectives qui avaient un projet solide et qui avaient réinjecté depuis déjà de nombreuses années à l'intérieur de leur propre structure. Bon, il s'avère aussi qu'à l'époque, il y avait aussi une politique de soutien du milieu associatif qui était plus importante qu'aujourd'hui. Donc, ça a pu justement permettre à ces structures d'être résilientes. Mais voilà, en tout cas, modèle associatif par rapport au modèle entreprise classique, on voyait bien qu'on n'était pas sur le même modèle. Si on regarde les chiffres de l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont des chiffres donc, qui datent de 2020 et l'Observatoire régional est porté par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On sait que l'économie sociale et solidaire, qui regroupe un peu l'ensemble des structures coopératives, associatives, mutuelles et fondations, c'est plus de 10 000 établissements employeurs. C'est c'est presque 103 000 postes salariés, soit 87 576 équivalents temps plein. C'est assez précis. En proportion, on est sur donc 11,6% de l'emploi à l'échelle de la région. Ça fait quand même un très, très gros secteur d'activité, surtout que ce n'est pas un secteur d'activité, c'est une multité de secteurs. On est aussi bien sur l'artisanal, l'industrie, le service à la personne. Enfin voilà, on est vraiment sur tout, l'économie circulaire, le sport, évidemment, la culture, etc. Dans le Jura et même en règle générale en ruralité, le poids de l'économie sociale et solidaire est plus important que dans les grandes villes, notamment parce qu'il y a une surreprésentation du système agricole. Vous en avez parlé, monsieur Bergeret. On a des coopératives agricoles, on a des CUMA. Dans le Jura, on a des fruitières. Donc évidemment, le système coopératif est plus important, a un poids plus important en ruralité, donc comme en Bourgogne-Franche-Comté, que dans les grandes villes. Donc, et c'est tant mieux puisque les structures collectives sont aussi génératrices de liens sociaux. Parce que maintenant, j'aimerais vous parler rapidement en fait, des économies réalisées, en plus de la question économique pure et dure. En effet, encore plus fort que la production, il y a la question des flux de revenus. Parce que sur un territoire, on se rend compte que ça va largement en faveur de la coopération. Donc, si l'on en croit l'INRAE dans son étude de 2018, sur un panier de 10 € qui est dépensé en grande surface, il y a une retombée sur le territoire, c'est 80 km, de 10,50 €. 10 €, 10,50 €. Si vous allez dans une épicerie locale, ce même panier de 10 € va générer en flux de revenus 17,50 €. Et si on est sur un magasin de producteurs, donc qui appartient à ses membres, on génère 26 € à partir de ces 10 € sur ce territoire. Donc, vous voyez bien qu'il y a un effet levier économique extrêmement important. Et en plus, il y a un levier social. En effet, si on regarde d'autres critères de richesse que le PIB, ça c'est ce que nous voulons faire, nous, en écologie politique, on peut remarquer aussi que les structures coopératives produisent ce qu'on appelle des externalités positives. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement qu'au-delà de la production, il y a des effets bénéfiques qui sont notables pour la société.
et pour l'environnement. Donc, le lien social, l'environnement sont des externalités positives. C'est le cas notamment des structures d'insertion par l'activité économique. Ces structures-là permettent un retour à l'emploi, vous le savez, de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et ces structures, en plus, sont le plus souvent dans l'innovation et dans l'économie circulaire. Alors, c'est le cas, justement, dans le Jura, du groupe Demain, qui est donc la première structure d'insertion sous forme de SCOP, donc une société coopérative, et elle génère plus de 10 millions de chiffre d'affaires par an. Donc, et qui produit, encore une fois, de l'innovation sociale, puisque c'est une entreprise qui est très fortement impliquée sur son territoire et qui produit énormément de réflexions, qui s'investit dans tout un tas de sujets et que nous devrons rencontrer le 4 mai prochain. Ainsi, pour les structures d'insertion, il faut savoir que pour 1 euro qui est investi dans l'outil de travail, le service qui est rendu pour l'emploi, il y a 3 euros qui sont générés par l'entreprise en termes de chiffre d'affaires. Mais si on va plus loin que ça, si on additionne en fait la montée en compétences des salariés, le nombre de permis de conduire passés, le nombre de jours de formation, les diplômes passés et quelques 150 indicateurs d'externalités positives différents, on se rend compte, c'est une étude qui a été menée à Lyon par Goodwill Management, on se rend compte que, alors c'était pour 7 ateliers chantiers d'insertion, que 7 euros publics investis permet de générer 4,8 euros de coûts évités, d'externalités positives, parce que chez les fournisseurs, il y a de l'emploi durable, parce que les salariés consomment, etc. Donc, encore une fois, l'économie collaborative, l'économie coopérative génère bien plus qu'elle ne produit. Et en tout cas, quand on se rend compte que quand l'économie est collective comme ça, c'est le territoire et ses habitants qui gagnent. Merci beaucoup, Sarah, pour ces éléments de cadrage très intéressants, effectivement. Hein, pour nous qui demain prétendons à gérer les deniers publics de la collectivité, il sera important de se souvenir qu'en investissant sur le territoire à travers ces formes particulières de l'économie sociale et solidaire, eh bien, on va avoir un effet levier décuplé sur les territoires. Je vais vous proposer de passer la parole à Marie-Odile Minguet qui va nous présenter le CPIE et le champ de ses interventions et plus particulièrement comment aujourd'hui il est amené à intervenir dans la mobilisation citoyenne. Marie-Odile. Alors, ton micro, Marie-Odile. On ne t'entend pas. J'avais suivi la consigne, j'avais éteint mon micro, donc c'est normal que vous ne m'entendiez pas. Toutes mes excuses. Je voulais rebondir sur ce que disait Sarah. Avant de parler du CPIE, je voulais parler des associations. Vous regardez autour de vous les associations que vous connaissez. Et alors après, qu'est-ce qui reste dans l'insertion, dans la culture, dans l'environnement, dans le service à la personne, dans le sport? Si on enlève les associations, tout ça s'écroule. Donc ça, je pense que c'est important que les décideurs se rendent compte. On dit toujours que c'est très important, mais je pense que c'est plus que très important. C'est une partie, pour moi, c'est une partie fondamentale de l'économie et de la vie. Voilà. Donc le CPIE, ce nom barbare, CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Voilà, vous avez donc déjà quelques éléments. C'est une structure, effectivement, qui a pour mission première de faire de l'éducation à l'environnement. Chez nous, alors, ben voilà, le CPIE, si je vous parle du CPIE, c'est le CPIE Bresse du Jura. C'est-à-dire que c'est le CPIE, il y en a 2 dans le Jura, il y en a un qui dans le Haut-Jura et il y en a un dans le bas, qui est basé à Célières, qui est le CPIE Bresse du Jura. Chaque CPIE peut avoir des missions, enfin, si la base est la même, chaque CPIE peut avoir des missions différentes. Dans le sens où un CPIE
c'est une association environnementale qui demande un label. Donc, être un CPIE, c'est avoir demandé un label avec une charte pour s'occuper d'un certain nombre de missions. CPIE Brest du Jura, 3 grandes missions, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation pure, hein, ce qu'on fait dans les écoles, au niveau du grand public, dans les centres de loisirs. Deuxième volet, c'est l'accompagnement des territoires, l'accompagnement des collectivités territoriales. Donc, du coup, l'importance du territoire, c'est quelque chose, c'est une notion très, très forte qu'on développe et qui nous est, sur lequel on est très sensible. Et nous, il y a une spécificité au CPIE Brest du Jura, c'est la formation. Donc, on forme des animateurs spécialités éducation à l'environnement et au développement durable, et même des gens qui font de l'ingénierie de projet. Voilà, donc du coup, pour nous, notre philosophie, notre objectif, c'est d'encourager les comportements vertueux au niveau de l'environnement. Et ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est maintenant, au départ, c'était ça. Maintenant, on s'est aperçu que si on veut avoir un vrai impact, un impact dans la durée sur l'environnement, il faut que les gens soient, il faut qu'il y ait de la participation, il faut que les gens ils soient complètement investis dans ce qu'ils font. Donc, après la sensibilisation, eh ben, on essaye d'aller plus loin et une fois qu'ils ont découvert des choses, qu'ils ont réfléchi, eh ben, c'est comment ils se prennent en main, comment on leur donne le pouvoir d'agir sur leur environnement et forcément sur leur vie de tous les jours, puisque l'environnement, il est capital. Alors, voilà. Faire un point spécifique sur l'accompagnement des collectivités engagées dans la transition énergétique. Je crois que c'est un des domaines dans lequel le CPIE s'est beaucoup investi ces dernières années. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Ça peut aller du simple sentier d'interprétation, c'est-à-dire qu'une communauté de communes, une commune veut effectivement mettre en valeur un patrimoine naturel au cours de balades, ben on va essayer de découvrir les spécificités, ce qu'il faut mettre en valeur, ce qui est important, et puis il va y avoir des panneaux, des choses explicatives, on va faire la balade dans un certain sens pour qu'il y ait de la cohérence, ça peut être ça. Mais on peut aller jusqu'à accompagner des communautés de communes sur un plan alimentaire territorial. Ce qu'on fait par exemple sur la Bresse ouannaise. Donc voilà, accompagner, c'est de plus en plus souvent des communautés de communes, par exemple, c'était sur les agendas 21, c'est des choses qu'on a beaucoup fait. C'est aussi, les territoires TEPOS on a aussi, beaucoup travaillé aussi sur l'alimentation de la ville de Lons. Oui, pardon. D'accord, oui. Il me semble que le CPIE est aussi intervenu sur Jura Nord. Oui, notre territoire est assez grand. Nous, on va depuis le Jura Nord, Dole, jusqu'à Saint-Amour, et puis on fait une grosse, on commence un peu d'incursion. On est Brest. Voilà, c'est Brest, donc Jura, à cheval sur Saône-et-Loire. Sur Saône-et-Loire. Et Jura. Et voilà. Voilà. Ok, est-ce qu'on en profite pour dire un petit mot de ces plans territoriaux alimentaires? Peut-être Sarah, Je pense que Sarah n'a rien à dire là-dessus. Je peux en dire 2 mots, mais après, c'est avec ma casquette professionnelle, donc je ne serai pas forcément très à l'aise pour en parler. Mais oui, on a 4 territoires dans le Jura, en tout cas, qui sont en passe d'être labellisés, et un territoire sur le pays lédonien qui est labellisé par l'État. 5 territoires sont labellisés par l'État en Bourgogne-Franche-Comté, et dans le Jura, il y en a un, et c'est le seul pâte bio de France. Donc voilà, petit cocorico. Petit cocorico, c'est toujours intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le lien, justement, la place de l'associatif dans le montage de ces projets. Mais peut-être, Marie-Odile, as-tu quelques éléments à nous apporter? C'est justement sur cette question d'animer
le cercle territorial, d'animer les habitants, de les amener à des réflexions, de les amener à prendre part. C'est là-dessus qu'on travaille, hein. Nous, on est beaucoup sur le volet pédagogique, sur l'animation de réunions, de façon à ce que les gens s'approprient un projet. Voilà. Ce que je voulais souligner à travers ce que tu nous dis, c'est que les outils développés pour faire de l'éducation à l'environnement, finalement, peuvent s'appliquer avec succès, avec bonheur, aux champs qui sont aujourd'hui d'entraîner des populations dans des projets très divers, en fait. On Que ce parlait soit de les questions coopération. énergétiques ou les questions alimentaires. Oui, on parlait de coopération, mais enfin, si vous imaginez nos 3 piliers, entre l'éducation à l'environnement, la formation et l'accompagnement des territoires, nous, on a des salariés qui n'arrêtent pas de faire des synergies, qui utilisent les compétences des uns pour leurs projets, qui rebondissent sur les projets des autres. Enfin, c'est initiative pour l'environnement, c'est ça, quoi. Nous, on a des salariés qui n'arrêtent pas d'inventer, qui n'arrêtent pas de remettre sur le tapis des choses qu'ils ont expérimentées, qui retordent autrement ou qui proposent autrement pour d'autres endroits. Voilà. Et c'est ça la richesse. On parlait tout à l'heure de la coopération, c'est ça la richesse de travailler ensemble, de travailler, de s'appuyer les uns sur les autres, de devenir intelligent parce qu'on est à plusieurs. Voilà. On a maintenant aussi une gouvernance. Marie-Odile, peut-être as-tu qui est une identifié coprésidence quelques leviers que la région pourrait actionner demain pour renforcer l'efficacité de ce travail de terrain? Alors, les grosses associations, toutes les associations, notre problématique, c'est d'équilibrer effectivement la somme de travail qu'on peut avoir, le travail rémunérateur, avec le temps passé et avec le financement. On a déjà un premier problème qui est assez aigu, c'est maintenant qu'on répond de plus en plus à des appels à projets, on est financé, on est rémunéré sur des actions. Sauf que nous, on a aussi des salariés qui sont des postes, des personnes support, du secrétariat, un directeur, et ça, un fonctionnement, et ça, c'est pas pris en compte. Ouais. Enfin, de moins en moins pris en compte. Voilà, on est payé pour des missions, pour des et ça c'est un gros problème. Après, c'est un point de vigilance important que nous identifions. Il y a aussi le décalage des financements, même s'il y a eu s'il y a là-dessus, il y a quand même du progrès, mais ça peut être compliqué. On a aussi le fait que, enfin, nous, c'est pénalisant, surtout pour les petites associations et celles qui démarrent, c'est le fait que maintenant, de plus en plus sur des appels à projets, il faut arriver avec 20% d'apport personnel. Et ça, c'est un vrai problème. Ça va bien quand on est une structure associative qui vit depuis longtemps, qui effectivement a redistribué ses bénéfices quand elle en a fait, c'est pas toujours, mais quand elle en a fait à personne, qui les a mis à l'interne, ce qui lui permet d'avoir son matelas de trésorerie, non pas pour avoir un matelas de trésorerie, mais pour savoir qu'elle peut s'appuyer dessus pour aller chercher d'autres financements. Et ça, c'est compliqué pour des associations. Ça va bien pour des associations. Nous, on est né grosso modo en 1985, on a suffisamment de développement, mais moi je pense souvent aux petites associations qui peuvent pas fonctionner comme ça. Ça c'est aussi un gros problème. Et puis voilà, je sais pas si vous avez déjà répondu à des appels à projets, à des dossiers qu'il faut faire et refaire, et en je sais pas combien d'exemplaires, et puis les bilans, et puis c'est tatillon, et puis il manque ça. Le problème, c'est que ça prend du temps. Donc, si ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et puis, ça prend de l'énergie aussi, et puis du moral quelquefois. Ça, c'est voilà, Oui. c'est pour quelqu'un qui, quand on est un petit peu, je vais dire, en responsabilité d'une association, voilà, cet équilibre entre les financements qu'on a et la charge de travail des salariés, on est toujours sur le fil. C'est difficile de pouvoir bien équilibrer ces deux choses. Il faut qu'on perde pas d'argent, mais il ne faut pas qu'on n'en perde pas sur le dos des salariés.
Ouais, tout à Voilà. fait. Non, mais je confirme, hein, tu sais que j'ai moi-même exercé des responsabilités associatives et je compatis et je comprends tout à fait les problèmes que tu soulèves. Je crois Et que ça appelle j'imagine, peut-être des réactions. On va voir. Stéphanie voulait peut-être dire un mot et puis peut-être dans la salle. Euh, Alors, bah, oui, je voulais revenir sur 2 aspects. Donc, c'est vrai que des associations bien structurées, c'est aussi une aide extrêmement utile pour les politiques. Parce que bien souvent, ce sont des associations aussi, quand elles ont les moyens d'investir, de faire de l'animation dans les territoires, qui peuvent, elles, aider justement les élus. Alors, c'est un peu paradoxal avec ce que vient de dire Marie-Lydie, mais qui peuvent aussi aider les élus à s'y retrouver dans la jungle des appels à projets, dans la jungle de ce qui peut être trouvé comme financement, cofinancement. Donc, il y a vraiment un rôle à la fois d'ingénierie, d'accompagnement et d'animation, sous réserve que, bien évidemment, par ailleurs, on fasse en sorte que les associations puissent vivre décemment de leur travail, parce qu'elles apportent effectivement un appui et un soutien, notamment dans la ruralité, que personne d'autre ne fait. Donc, c'est vraiment comment réussir à contribuer, quelles que soient les collectivités, parce que ça a été dit aussi tout à l'heure, je crois, par Félix, hein, les collectivités interviennent suivant leur champ de compétences en aidant par le biais de subventions tout simplement. Donc c'est vraiment aussi cet équilibre. Et très souvent, on oublie que tout ce secteur de l'ESS, de l'associatif, coûte finalement très peu cher par rapport à ce que peuvent coûter des très grosses entreprises qu'on peut aider parfois à coût de millions d'euros. Et ça, c'est jamais dit. Et on a toujours un peu tendance à dire que les associations, ça coûte. Non, ça coûte pas, c'est créateur d'emplois. Et donc, il faut les accompagner et les aider bien plus qu'on ne le fait actuellement, et notamment là avec la crise qu'elles viennent de subir de plein fouet, parce que les associations ont été très fortement touchées, hein, que ce soit des associations d'ailleurs de toutes sortes, et je pense bien sûr aux associations culturelles, sportives, mais aussi dans le champ de l'animation et dans tout le champ finalement du service à la personne aussi, enfin voilà, de tout ce qui fait du lien et qui a été mis à mal pendant cette crise sanitaire. Voilà juste ma petite contribution. Merci Stéphanie de ces remarques. Moi, je voulais souligner hein, l'intérêt aussi pour le monde associatif de s'organiser. Les CPIE sont fédérés au sein d'une union régionale et je pense que c'est une très bonne démarche. Ça permet à la fois de mutualiser des compétences, mutualiser des expériences vécues ici ou là sur le territoire régional et puis d'apparaître vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis tu parlais d'appel à projet, eh bien, en situation de répondre à une échelle qui est somme toute la bonne, à la fois être en proximité des collectivités locales que sont les communes, mais aussi d'être en capacité de porter à l'échelle régionale, finalement en articulant l'action de plusieurs structures associatives, une réponse coordonnée. Ça donne, être en réseau, ça donne de la cohérence et ça donne de l'efficacité. Si jamais, par exemple, la région nous demande de travailler sur mon jardin naturel, bah, au lieu que ça soit une petite zone autour de Lons qui travaille à son jardin naturel, ce qui n'est pas inintéressant, loin de là, quand c'est toute une région qui travaille sur cette thématique, voilà, ça a une autre dimension et ça a un autre impact surtout. Parce que là, ça peut faire changer les choses. Oui, oui. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire disparaître une association au profit d'une autre. Hein. Il s'agit bien, comme tu le soulignais, de mettre en réseau, de créer des réseaux efficaces. Et il n'y a pas pour autant besoin de faire disparaître tel ou tel acteur. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle peut-être? Ah, pardon, une réponse, Marie-Odile? Non, c'est juste pour dire que quand il y a eu la fusion des deux régions, très vite on est devenu CPIE Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Et donc il n'y avait qu'un seul CPIE en Bourgogne. Et du coup, là, il s'en est créé un deuxième. Donc, c'est loin de faire disparaître des associations. Au contraire, ça peut être au contraire d'autres associations qui rentrent. Voilà, oui. Tout à fait. D'accord. Alors, je me retourne vers Sarah. Est-ce qu'on a reçu des commentaires ou des questions à partager?
En commentaire, en effet, beaucoup réagissent en effet de la question des financements des associations, hein, cette logique d'appel à projet, cette lourdeur administrative. En effet, tout le monde s'en plaint. Donc voilà. Il y a une question qui est assez précise, pour le coup, une question sur l'exclusion de la Haute-Saône dans les financements européens liés aux enjeux environnementaux gérés par la région Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous avez une idée là-dessus de l'exclusion de la Haute-Saône dans les financements européens? Il n'y a pas d'exclusion de la Haute-Saône, si je peux me permettre. Rassurons tout le monde, la Haute-Saône est traitée comme les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté. La région, en son temps, qui est gestionnaire des fonds européens, a simplement opté pour ne pas retenir d'enveloppe spécifique européenne sur l'environnement en tant que tel, dédiant un fonds régional au soutien à l'environnement. Et c'est donc sur ce fonds-là, qui est directement géré par la collectivité régionale, que les structures associatives peuvent aller solliciter l'appui et le soutien de la collectivité. Il s'agissait de maximiser les fonds mobilisables à l'échelle européenne en ciblant des enveloppes de grande dimension sur les thématiques sociales, économiques, etc. Le fonds dédié à l'environnement, je crois qu'il était d'1 million d'euros. C'est quelque chose de tout petit par rapport au fonds européen. C'est un centième ou quelque chose comme ça. C'est pas visible. Or, monter un dossier à l'échelle européenne pour quelques milliers d'euros, c'est tout juste incohérent. Le coût de montage d'un dossier, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, mobiliser des dizaines de milliers d'euros pour financer des projets de quelques milliers d'euros, ça n'aurait pas eu de sens. Et dans le même temps, il aurait fallu que ces associations-là, que ces structures-là, soient en capacité de préfinancer les dépenses pendant plusieurs années avant de pouvoir espérer être éventuellement remboursées. En émargeant sur un fonds spécifique régional, l'exécutif régional a permis effectivement de sécuriser l'accès à ces fonds pour les petites structures en particulier. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait encore une fois d'ostracisme en vue de la Haute-Saône. Et il y a peut-être un défaut de communication, un défaut d'appui d'ingénierie. C'est ce que soulignait tout à l'heure Marie-Odile Minguet. Les petites structures ont vraiment besoin d'un accompagnement. Et il est important qu'au niveau des services, on soit vigilant à ce qu'il y ait une cellule d'écoute, une cellule d'instruction, une cellule d'accompagnement qui joue son rôle efficacement. Oui, c'est vrai que dans les commentaires, il y a aussi la question de la simplification administrative. Oui. Ça fait des années qu'on appelle de nos voeux le choc de simplification administrative. Il faut savoir que la région actuellement a signé en 2016 la charte des engagements réciproques, qui est donc une charte qui lie la collectivité avec le mouvement associatif, et dedans est marqué que la région s'engage à privilégier la subvention comme mode de financement des associations en simplifiant les démarches et en privilégiant le financement de fonctionnement des associations et sur des conventions pluriannuelles. Donc, elle l'a signé en 2016. En tout cas, c'est ce que nous ferons vivre si nous sommes demain élus à la région. Je pense qu'on aura à cœur de transformer, entre guillemets, les mots en actes. Je crois que c'est effectivement très important de l'écrire, mais c'est encore plus important de le faire vivre au quotidien. Et ça passe sans doute par un accompagnement plus important, entre guillemets, une mobilisation de moyens et de personnel peut-être. Oui, si je peux, oui, Pascal, si je peux compléter en 2 mots, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très régulièrement. C'est aussi cette région qui paraît très éloignée des citoyens et notamment des associations, surtout quand ce ne sont pas des grosses associations. Parce qu'en plus, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité des très grosses associations, des grosses structures qui sont très bien structurées avec des fonds de trésorerie, avec du personnel conséquent qui est très aguerri sur toutes les questions de recherche de financement.
et puis des associations plus fragiles, mais qui auraient besoin d'autant plus d'aide. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une réflexion à faire et à remettre en tout cas du personnel plus à l'écoute des territoires et pourquoi pas du personnel dans les territoires. Et je pense qu'effectivement, si la Haute-Saône se sent un peu écartée, c'est qu'elle est loin aussi des centres de décision que sont Dijon, Besançon. Voilà, donc quand on n'a qu'un numéro de téléphone ou parfois pas de numéro de téléphone pour appeler les services, c'est toujours très compliqué. Donc c'est comment faire pour remettre vraiment du lien et de la relation beaucoup plus proche entre le personnel de la région et les associations et tous ceux qui ont besoin d'être conseillés et d'être vraiment conseillés pour le coup dans la recherche de subventions et d'appels à projets. Ce qui est important, c'est que peu importe finalement que cet argent soit prélevé sur les fonds européens ou sur les fonds propres de la région. Ce qui est important, c'est quand il y a un besoin identifié, eh bien, on puisse y apporter une réponse qui soit en adéquation et ce, dans des conditions de délai et de simplicité suffisamment adaptées, quoi, enfin, qui soient proportionnées. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Je notais que dans la question, il était évoqué la place du monde universitaire. Je crois que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, faire qu'on décloisonne. Hein, le monde associatif intervient avec ses moyens dans le champ qui est le sien. Les universités défrichent également des champs de réflexion, des champs d'action importants. Et le monde de l'entreprise, de son côté, lui, passe à l'opérationnalisation, je dirais, hein, de process qui sont industrialisables. Eh bien, je pense qu'il est important qu'on puisse rapprocher ces mondes, les faire collaborer davantage. Et il y a sûrement quelque chose à imaginer pour faire que des montages associent à la fois des universitaires, des intervenants du monde associatif et pourquoi pas des entreprises lorsque sur un territoire il y a des projets intéressants à faire fructifier. Typiquement, encore une fois, le lien social qu'on évoquait tout à l'heure, typique à l'action associative, il se développe, on l'a vu avec les coopératives de Saint-Claude, dès lors qu'on a une activité économique qui dégage des moyens qui retombent sur un territoire et qui bénéficient aux habitants de ce territoire. Et donc, il serait tout à fait cohérent qu'on ait une réflexion permettant davantage de passerelles entre ces mondes qu'on a tendance à trop cloisonner certainement. Bien, si je n'ai pas d'autres interventions pour l'instant, d'autres questions, je vais vous proposer de céder la parole à Noël Dubois, qui est administrateur des centrales villageoises du Haut-Jura et qui va nous dire rapidement de quoi il s'agit. Bon, donc je remplace Yves Poète, qui est président de la société et qui n'a pas pu, pour des raisons personnelles, être présent ce soir. Je propose de faire un petit peu la naissance des centrales villageoises. C'est quelque chose qui est né en région Rhône-Alpes, quand les parcs, notamment dans les parcs naturels régionaux de la région Rhône-Alpes, qui se sont aperçus qu'il y avait des problèmes sur tout ce qui concernait les énergies renouvelables, où c'était des sociétés extérieures qui arrivaient et que c'était un développement qui profitait peu à l'économie locale. Donc la région a réfléchi avec les parcs naturels. La région, à l'époque, c'était Rhône-Alpes Énergie avant la fusion, Rhône-Alpes Énergie Environnement, RAEE, et les PNR, ont imaginé de développer un modèle qui puisse faire participer des collectivités et des populations locales pour donc développer les énergies renouvelables, faire une production avec des retombées économiques sur le territoire et respecter le patrimoine bâti et paysager qui était pas toujours bien respecté par les sociétés industrielles qui investissent dans le renouvelable. Donc ça, c'est 2010-2011. 2011-2013, ils ont commencé à s'organiser. Ils ont cherché des territoires pilotes. En fait, territoires pilotes sous-entendu avec des gens prêts à s'investir dans ces projets-là. Et ils ont étudié un petit peu ce qui concernait
tout ce qui était les problèmes juridiques et financiers, les problèmes techniques, les problèmes d'implantation dans le paysage et l'animation, communication pour faire connaître un petit peu les démarches. Tout ça aboutit en 2013-2018, une phase opérationnelle avec la création des premières sociétés en 2015 sur la région Rhône-Alpes. Donc ça a commencé à se développer en Rhône-Alpes, ça s'est bien développé en Rhône-Alpes et ça a même, y compris, débordé sur la France entière. Alors, le principe de fonctionnement des sociétés, des centrales villageoises, hein, c'est bien centrales villageoises au pluriel, c'est soit des sociétés à action simplifiée, soit des SIC. On dit SIC, société à action simplifiée aussi, donc société coopérative d'intérêt collectif. Alors, les SAS, c'est des citoyens, donc c'est ouvert aux citoyens. Je ne connais pas exactement à qui c'est ouvert, SIC, parce que nous, on a créé une SIC. Donc, c'est ouvert aux citoyens, collectivités locales, entreprises, associations. Donc, ces sociétés louent des toits à des gens qui sont prêts à laisser leur toit pour installer des panneaux photovoltaïques. La société, les centrales villageoises gèrent tout ce qui est l'installation et la production d'électricité avec des contrats de vente totale à EDF. Donc, c'est un contrat qui est assez intéressant parce que pour lancer une société, vous avez un contrat sur 20 ans avec un prix garanti. C'est un peu une occasion un petit peu en or, hein. Donc c'est assez facile de travailler un petit peu là-dessus, quoique ça reste quand même très compliqué. Donc on installe des panneaux photovoltaïques sur des toits avec des contrats de 20 ans. Donc c'est l'obligation d'achat qui nous donne un contrat de 20 ans. On propose donc de louer le toit pendant 20 ans. Donc il y a un tarif de location qui est proposé. Théoriquement, ça ne coûte strictement rien au propriétaire du bâtiment. Il y a eu un très beau travail qui a été fait par la région Rhône-Alpes et puis les parcs naturels et qui ont monté un modèle avec une documentation qui est très bien faite, qui est même des fois ça devient tellement bien fait que ça en devient lourd à pouvoir se plonger dedans, tellement c'est important, quoi. Les centrales sont définies comme intervenant sur un territoire limité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, si nous, c'est centrales villageoises du Haut-Jura, on ne pourra pas intervenir dans l'Ain ou en Savoie, quoi. Typiquement, c'est des territoires qui correspondent à une Comcom ou quelques Comcom. Nous, on va donc se retrouver dans ce qui est le pays du Haut-Jura, 5 Comcom. Donc, Haut-Jura, Saint-Claude, Arcade, Jura Sud, Grand Vallière, et on a intégré aussi les Rousses. Donc, c'est les 4 communes, je crois. Oui. Ouais, je pense que c'est important de dire ça. On situe bien la chose comme un objet de coopération intercommunale élargie, hein. C'est pas un syndicat, c'est pas une communauté de communes, c'est un travail coopératif entre ces collectivités et qui va associer des particuliers. Oui, disons que c'est des particuliers. Les collectivités territoriales souvent aident au niveau investissement, hein, puisqu'ils prennent des parts de société. Ils aident, on a par exemple des employés TEPOS qui interviennent. Ah, oui. Typiquement, à la région Rhône-Alpes, c'était carrément une structure de la région qui est intervenue, qui a monté les projets. Ouais. Oui, qui faisait d'ingénierie, oui. Le projet est porté par des citoyens, hein. C'est-à-dire que les collectivités sont assez loin. Ils vont intervenir dans les assemblées générales pour prendre des décisions, qu'on fera des votes, mais il n'y a pas d'intervention, sauf, bon, nous, on a été, le projet a été monté par le parc naturel parc naturel du Haut-Jura. Quelqu'un qui a pris, qui a lancé, alors c'est ce que
je termine un petit peu sur la situation générale, hein, parce qu'on est quand même parti il y a plus de 10 ans. En 2018, la région a voulu rendre autonomes les centrales villageoises, vu que les centrales villageoises intervenaient sur la France entière. Donc, il n'y a plus de raison que la région paye pour des sociétés qui interviennent sur la France entière. Donc, en fait, il y a une association des centrales villageoises qui s'est créée en 2018, qui a récupéré beaucoup de travail qui avait été fait par la région. Il y a des conventions qui sont passées avec des hébergements, il y a toujours des personnes de la région Rhône-Alpes qui interviennent, qui continuent à suivre le projet, mais moins qu'avant, quoi. Donc là, il y a maintenant un réseau de centrales villageoises qui existe. Pour vous dire, actuellement, on est donc sur la région Rhône-Alpes, 28 sociétés, donc plus de 250 toits équipés. Sur le Grand Est, alors c'est pas ordre d'importance à cette heure, parce qu'après la deuxième région où ça s'est développé, c'est le Grand Est, avec 11 sociétés et 36 installations. Alors après, hein, c'est des régions qui commencent depuis peu, et donc il y a beaucoup de projets et qui ne s'est pas forcément développé, alors que la région Rhône-Alpes, ça fait presque 10 ans que les sociétés existent. Et après, on passe en région Sud. On pourrait croire que la région Sud serait bien développée. Ben non, c'est le Grand Est qui passe devant la région Sud. Après, on est en Bourgogne-Franche-Comté avec 3 sociétés qui existent. Après, il y a la Bretagne et l'Occitanie. Donc, 52 sociétés qui existent, 340 installations qui sont déjà en fonctionnement. Beaucoup, il y en a d'autres qui sont en projet. En puissance, on est à 4 MW, 4,3 MW crête maxi. Et en production, on est sur environ 4000, ça c'est des gigawatts, 4,7 gigawattheures. Alors, si on revient un petit peu sur celle du Haut-Jura, est-ce qu'on a des éléments de comparaison? Par exemple, avec votre premier appel à projet, vous seriez producteur d'une quantité d'énergie qui correspond à quelle taille de population? C'est un C'est une chiffre. question piège, je suis désolé. Oui, c'est un chiffre que je ne suis pas arrivé à retenir. Nous, on est sur un projet. Il y C'est a un petit une détail, dizaine de non? toitures, c'est ça à peu près? Alors, nous, le projet, là, on est en train de. Je voulais faire un petit peu l'historique. Il y a une histoire. Moi, je pense que je vais faire un peu l'historique sur ce qui s'est passé sur le Haut-Jura, parce que donc c'est le PNR, comme le PNR du Haut-Jura est aussi à cheval sur la région. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont été contactés, est intervenu, et ils ont fait des appels à manifestation d'intérêt auprès des communes et des Comcom. Et il y a eu quand même des réponses. Donc, tout ce qui était territoire leader, alors est-ce que le territoire leader, c'est le parc? Je ne sais pas. Il y a eu 70 communes qui ont répondu, ce qui a abouti à la création de 5 groupes de travail. Il y en avait 2 sur le Jura. Il y avait Arcade, il y avait Jura Sud et il y avait Grand Vallière. Là-dessus, c'est quelque chose qui a extrêmement bien marché avec des populations qui sont réunies. On a fait des groupes de travail techniques, des groupes de travail juridiques. Et quand on est arrivé à… Donc, moi, je travaillais au Jura Saint-Claude, partie sud. Quand on est arrivé à la simulation économique, on s'est aperçu que tous les modèles qui existaient, que faisait la région Rhône-Alpes, qui étaient sur des petites toitures avec des 9 kW, alors ils commençaient à monter, à mettre des 20 kW jusqu'à 36, hein, il y a des paliers au niveau des rémunérations. Avec tous ces modèles-là ne fonctionnaient pas en fait, et qu'il fallait passer sur des grosses toitures. Là-dessus, on a donc la région, en discutant un petit peu avec donc le PNR plutôt, en discutant avec les personnes d'ingénierie de la région Rhône-Alpes et avec les citoyens qui étaient mobilisés, ils ont dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les 5 groupes de travail. Donc en fait, du coup, on intervient sur ce qu'on appelle le pays du Haut-Jura, hein, qui est une entité un petit peu discrète, mais qui existe quand même. Et on va mutualiser un petit peu tout le travail qui a été fait. Et là, il y a une perte d'énergie assez fantastique. C'est-à-dire que nous, on avait un groupe, il y avait 40, on avait monté une association, on avait 40 adhérents. D'un seul coup, je me suis retrouvé tout seul, en fait, sur le Jura Sud. Et le fait de passer sur des dimensions qui soient plus industrielles avec des bâtiments, parce que là, on parle de 100 kW. 100 kW, c'est un bâtiment de 600 mètres carrés.
Et donc, quand on commence à parler de dimensions comme ça, les gens ont été complètement démobilisés. Alors qu'il y avait une très, très grande réponse sur tiens, dans le village, on va mettre des panneaux solaires chez mon voisin, sur l'église ou sur le. C'est assez étonnant, quoi. Et donc là, on est quand même parti sur la fusion. On a fait des études, là, toujours soutenues par le parc du Haut-Jura, qui a payé les études, parce que c'est la partie délicate, payer les études, c'est ce qu'on paye et on n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser, en fait. Et oui, Et tout n'est c'est pas réalisable derrière. Oui. voilà, c'est ça, ouais. Donc, il y a eu des études de faisabilité de fait, il y a eu les contacts avec Enedis, parce que le problème, c'est qu'Enedis, dans certains cas, ça coûte très cher d'envoyer de la grosse puissance. Si vous avez un beau bâtiment agricole et que par contre, il n'y a pas de transfo à côté, alors là, il faut le payer, le transfo. C'est à nous de le payer. Donc, enfin, Enedis nous fait payer, quoi. Ou alors, il faut changer les câbles, faire des tranchées, tout ça, ça peut devenir extrêmement cher. Il y a aussi la réponse des propriétaires qui, des fois, disent oui, puis après disent non. Puis des fois, on a vu un toit, puis on n'a pas vraiment demandé aux propriétaires. Donc, voilà, on s'est retrouvé avec au départ 10 toitures. On est aussi limité parce que le capital à investir, à l'époque, il y avait l'autorité des marchés financiers imposait de ne pas dépasser 500 000 euros. Ça a été modifié, mais à l'époque, c'était 500 000. Il fallait qu'on ait un capital au moins de 20%, donc ça fait 100 000 euros. Donc ça a dimensionné un petit peu notre investissement sur 10 toitures. On en a perdu 2 en cours de route entre le bâtiment qui n'était pas vraiment assez solide et puis un propriétaire qui s'est rétracté. On est parti sur 8 toitures. 8 voitures où on a essayé de mélanger un petit peu les petites qui sont pas très rentables, les moyennes et les grandes, pour essayer de garder un petit peu le contact. Parce que comme on avait vu que les gens, du coup, quand il y avait tous les petites toitures qui n'étaient pas équipées, les gens c'était parti dans la nature. On a gardé un petit peu un mix entre des petites toitures, des grandes toitures c'est-à-dire qu'on en a 2 en dessous de 9 kW, on en a 5 en dessous de est-ce que je dis une bêtise? Non, c'est 3 en dessous de 36 3, c'est le kW plus crête. petit, oui, quasiment. 3 en dessous de 36 kW crête et on en a 2 qui sont, non, 3 qui sont autour de, un petit peu en dessous de 100 kW crête. Voilà. Donc le projet actuellement, on l'a monté, on a réuni du capital. On a fait, la société a été créée en décembre 2019. Fondation de la SIC décembre 2019, présentation du projet, on a fait des statuts, donc il a fallu préparer les statuts, élection du président et du conseil de gestion et vente des premières parts sociales. On a vendu donc un capital de fondation avec 49 900 euros. Donc, les collectivités, là, soutiennent vraiment, interviennent de manière extrêmement positive parce qu'il y a quand même 18 000 euros qui viennent des collectivités territoriales et les citoyens sont à 26 700. Après, on a entreprises, associations, c'est symbolique. Donc, les collectivités territoriales ont fait, c'est quasiment un tiers, quoi. D'accord. Un tiers. Donc, Et alors, en depuis. termes d'animation, comment ça s'est passé tout ça? Ce sont toujours comment dire, les acteurs du parc qui ont assuré l'animation pour aller contacter les citoyens, pour expliquer la démarche, parce qu'il n'y a pas seulement la prospection des toitures, il y a cette recherche d'actionnariat. Alors, prospection des toitures, typiquement, c'est les citoyens. Chacun faisait le tour de son village. Tout ce qui est animation a été porté par le parc jusqu'à la fondation de la société, où ils ont fait des réunions à droite, à gauche, essayer de retrouver les gens, de trouver les gens. Après, quand on a fait des contacts avec Enedis, on se partage un petit peu les tâches, donc ça dépend qui c'est qui a des contacts avec Enedis, qu'on les connaît. Vendre des parts sociales, c'est des communications. Après, on connaît les gens. Le parc a vraiment, il y a eu des gens vraiment compétents qui ont fait un excellent travail d'animation parce que quand on a fusionné les 5, on était vraiment plus beaucoup, quoi. Et on s'est vraiment posé des questions pour savoir est-ce qu'on maintenait le projet. On est arrivé, donc on a fait on avait 63 membres.
À l'AG, on a 25 membres fondateurs et 63 actionnaires au moment de l'AG. Et donc là, 63 actionnaires, c'est intéressant. Avec un capital de départ de 49, on est monté à… Le capital est actuellement de 83 000 euros. Ce qui fait quand même une belle somme, surtout qu'avec les toits, en fait, on avait des estimations de coûts qui fait que les 500, on est plus proche des 300, on est à investissement 358 000 euros en fait, sur les 500 qu'on avait prévus au départ, parce qu'il y a moins de toits, il y a des toits qui ont été retirés, et puis on a eu des prix qui sont plus bas que ce qui avait été fait en faisabilité, quoi. Et là, donc, on voit bien quand même que c'est une belle aventure humaine, mais c'est aussi techniquement quelque chose de lourd et sur le plan économique, quelque chose qui a beaucoup évolué, hein, qu'il faut actualiser, je dirais, en temps réel quasiment. Après c'est vraiment c'est un gros travail. Je ne sais pas si j'ai encore 2-3 minutes. Alors, on approche pas loin de 22 heures, donc on va te laisser conclure et puis on prendra un tour de parole. Je pense qu'il y a des réactions, des commentaires, et puis tu réagiras bien sûr. Puis j'aurais voulu, moi, redonner la parole à Roger Bergeret, qui avait des éléments peut-être à partager également de manière plus générale sur la coopération. Je conclue, j'avais marqué les points importants que je retiens de l'aventure là. Donc il y a, c'est ça, les points voilà. Alors l'importance des collectivités territoriales qui lancent le projet, que ce soit la région Rhône-Alpes ou que ce soit le PNR du Haut-Jura, quoi. Très grande réactivité citoyenne lorsqu'on reste au niveau local. On est vraiment très local. Les bénévoles qui interviennent, c'est souvent les gens des communes qu'on retrouve dans les conseils municipaux, qui sont souvent des élus. Perte très rapide d'énergie lorsqu'on change d'échelle. Donc le côté industriel, du coup, ça plaît beaucoup moins, quoi. On a été surpris de trouver de l'actionnariat, de trouver le capital. C'est quand même beaucoup moins compliqué qu'on s'imagine. Les collectivités aident à financer. Donc, sur les 89 300 qu'on a de capital, il y en a 23 000 qui viennent des collectivités territoriales, là, donc capital actuellement, quoi. Il faut beaucoup de temps, un gros travail. C'est vraiment un gros travail. Et c'est en fait les retraités qui font ça, parce que les autres, ils n'ont pas le temps. Réseau très utile, il y a quand même un réseau qui est très bien structuré et qui vous dit vraiment ce qu'il faut faire. Tout est préparé. Tout est préparé. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là, quoi. Nous, on arrive bien au bon moment. C'est quand même difficile à gérer et je suis étonné de l'excellent travail qu'ont fait les employés des collectivités territoriales, que ce soit de la région, des PNR ou des employés TEPOS des Comcom. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage, Noël. On va faire un petit tour dans la salle, savoir si commentaires et questions. Juste 2 questions assez techniques aussi, hein, sur combien de surfaces de toit équipées en tout, et est-ce que la production peut alimenter un village pour combien de personnes? Voilà, essayez d'avoir le ratio. Oui, en nombre de personnes, ça c'est un chiffre que j'ai jamais retenu. En surface, donc on doit être à 2000 mètres, peut-être 2000 mètres carrés, je fais ça un calcul de tête, hein, parce que c'est 6 mètres carrés par kilowatt crête et on en a 300, 318, donc on doit être à 2000 mètres carrés, quoi, de toiture. Donc après, c'était quoi après les ratios? Alors actuellement, il y a dans les centrales villageoises au niveau national, il y a une grosse étude qui est faite sur l'autoconsommation, mais soit pour des gens, soit par quartier. Les choses changent très vite parce qu'avant, il fallait qu'on soit sur le même réseau, le même transfo de Enedis, et maintenant, on peut déborder sur le transfo. On n'est plus obligé, il y a des contraintes techniques qui sautent, quoi. Ça évolue assez vite. Et donc là, il peut y avoir des études d'autoconsommation sur des quartiers entiers. Il y a des choses qui sont faites. Ce que je remarque, c'est qu'on a une durée de portage du projet qui est assez longue, hein, une dizaine d'années pour accoucher à peu près du projet, études incluses. Or, la situation évolue très rapidement, hein. L'obligation d'achat faite à EDF, quelque part, évolue tous les 6 mois.
Donc, le business model est à réactualiser quasiment en temps réel. Oui, tous les 3 mois, ils changent leur tarif de rachat. Bon, nous, la société, ils ont commencé à travailler sur le Haut-Jura, c'était en 2018, donc il y a 5 ans. Mais le temps de monter, d'avoir des groupes qui constituent, d'avoir des sociétés qui se constituent, ça fait grosso modo. Donc, nous, on était en octobre 18, non, c'était c'est 2018, ça fait 2-3 ans, ça fait 3 ans qu'on est dessus, quoi. Mais 3 ans quand même, c'est quand même long, quoi. C'est quand même du Oui, boulot. c'est long, c'est long. C'est long. Merci de ce témoignage. Une deuxième question, Sarah, peut-être? Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'on s'autorise quelques minutes peut-être de parole à Roger Bergeret, à qui je demande effectivement d'essayer de nous donner un peu de l'optimisme, mais en même temps de bien montrer les différences entre la situation d'aujourd'hui et celle qui a conduit à l'émergence de ce mouvement coopératif il y a maintenant plus d'1 siècle, hein, il y a bientôt 2 siècles. En quelques mots, s'il vous plaît, monsieur Roger Bergeret. Oui, alors, j'allais demander à Noël Dubois s'il voulait bien venir à la FRAT présenter les centrales villageoises un jeudi de la FRAT. C'est l'occasion, parce que je trouve que c'est… Voilà, la mutualisation, c'est parfait. Ouais, et c'est en même temps peut-être une mauvaise plaisanterie. Alors, si vous voulez des toits, vous n'avez qu'à prendre les toits des friches industrielles. À Saint-Claude, vous avez des hectares. Et malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible. Oui, bon, enfin… Oui, il faut que le bâtiment tienne 20 ans debout, hein. Voilà, c'est ça, oui, oui. Mais il y a des friches encore solides. Mais bon, ça pose des problèmes très complexes, certainement. Oui, ben il y a beaucoup de ressemblances, effectivement, parce que les coopératives sont développées dans une période de ce qu'on appelait la première mondialisation, avec des industries très, très mondialisées. Et finalement, ça a marché, mais il faut dire que la grande réussite, ça a été aussi l'idée de ponctionner quand même des flux de revenus et de consommation pour les réinjecter dans la coopérative, dans la production, dans la distribution. Et là, parce que tout à l'heure, Sarah en parlait, elle parlait de ces flux pratiquement pas miraculeux, mais enfin, c'est un gisement énorme. Voilà ce que Ponard écrivait, évoquant les ouvriers qui travaillent à Saint-Claude, 4000 ouvriers appartenant donc aux coopératives de production ou aux entreprises privées. Ces 4000 producteurs dont le travail constitue la richesse locale sont aussi la grosse puissance consommatrice de la cité. Et il n'est pas exagéré d'estimer à 800 francs par tête la dépense alimentaire qu'ils font chaque année pour eux et leurs familles en pain, vin, épicerie et fournitures diverses. C'est un chiffre d'affaires de 3 200 000 francs. C'est au 10%, chiffre minimum prélevé par le commerce, 320 000 francs de bénéfices nets qui tomberaient chaque année dans les réserves communes. Ce sont des sommes énormes, ce sont des francs or. Alors, donc, voilà tout cela pour conclure. Perçoit-on la somme de bien-être, de liberté, de fraternité sociale qui résulterait de cet effort conscient? Seulement voilà, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un peu le problème des entreprises de Saint-Claude, on a une division internationale du travail. On a le cas, par exemple, je ne veux pas citer le nom, c'est peut-être pas le lieu de le faire ici, mais d'une entreprise qui a été autrefois très importante au niveau de l'emploi, sous-traitante pour des sociétés comme Peugeot, Renault ou Toyota et autres, et en même temps qui a été littéralement démantelée par un fonds d'investissement. Voilà la réalité. Donc, comment arriver à reprendre un peu le contrôle de l'outil de production? Et là, je crois que c'est un problème politique. Ce n'est pas au plan seulement local qu'il faut réfléchir aussi à cet aspect-là. Merci beaucoup pour ces éléments. Je laisse la parole à Stéphanie pour le mot de la fin, si tu veux bien, Stéphanie. Oui, ben ça va être un peu compliqué parce que ça a été une soirée très, très riche avec des exemples très concrets et
très complémentaires. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Roger Bergeret, c'est-à-dire que ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est dans un moment actuellement de crise, de mutation profonde, et que c'est peut-être le moment justement de réfléchir de nouveau à ces modèles coopératifs, à l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, là, la place du politique est prépondérante dans quel choix de société on veut, quelle économie on veut. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est une économie résiliente, ce sont des territoires en transition. Donc c'est redonner justement du pouvoir d'agir beaucoup plus local, pour pouvoir sortir de cette crise dans laquelle nous a mené ce capitalisme sauvage, dans lequel on est vraiment confronté. Alors, un exemple très précis, ça peut être aussi la région, plan de relance, hein, vous avez comme moi les millions d'euros qui sont injectés actuellement. Donc, c'est proposer quand c'est possible, et le passé l'a démontré que c'était possible quand il y a des entreprises qui sont littéralement abandonnées, enfin surtout l'outil de production et les salariés qui vont avec sont totalement abandonnés, c'est de faire vraiment effet levier de la région. Je parle sous le contrôle d'Adiric Oterno, mais de donner vraiment que la région puisse investir et aider à l'investissement de coopératives, justement, de reprise de l'activité par les salariés quand c'est possible. C'est trop peu fait, et quand c'est fait et c'est bien fait, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est une piste très concrète. Après, c'est aussi dire que, a priori, beaucoup de gens épargnent. Alors, je sais que c'est très différent. Il y a des gens qui ont du mal à survivre, et de plus en plus, dans la grande précarité. Mais il y a des gens, des classes moyennes, qui peuvent, et puis alors, les plus riches, bien évidemment, mais pas forcément eux qui vont être le plus convaincus par ce que je vais raconter là, mais en tout cas, que l'épargne actuelle puisse être aussi réinjectée dans toutes les initiatives locales et citoyennes. Voilà, donc c'est aussi une piste plutôt que dans la consommation effrénée, la consommation locale. Donc voilà, que ce soit autour de l'alimentation, donc de l'agriculture, bien évidemment, où là, on a vu un peu tous les voilà, c'est Sarah qui disait l'argent injecté et l'argent qui est récupéré localement, c'est très important. C'est aider aussi les plus précaires, parce qu'on est aussi soucieux, si on est écologiste et solidaire, c'est qu'on est bien évidemment soucieux aussi. Donc c'est aider l'économie solidaire, l'économie, l'insertion par l'activité économique, du territoire zéro chômeur. C'est aussi donc réinjecter l'argent localement pour créer de l'activité, et peut-être aussi donc quand même un mot d'espoir. Moi, je trouve que toutes ces initiatives citoyennes, ça fait sens, ça fait vraiment ce qui manque peut-être le plus à notre société, c'est vraiment de retrouver du sens, du vivre ensemble, comme on dit, des projets communs, des faits qu'on arrive à connaître ses voisins, qu'on arrive à connaître, hein, je crois que c'est René Noël Dubois qui disait, voilà, beaucoup. Donc maintenant, c'est élargir un peu tous les gens qui ont envie de s'investir dans des projets locaux. Donc c'est aussi peut-être le rôle de la région de pouvoir travailler à communiquer sur tout ce qui se fait très très bien, aider davantage des associations. J'ai aussi entendu tout ce qui était aussi autour de la simplification, d'une aide beaucoup plus directe, des contrats d'objectifs et de moyens pour pérenniser toutes les associations. Donc plein de pistes intéressantes. Et pour finir, un mot sur, moi je connais bien l'économie, enfin, l'insertion par l'activité économique, dire aussi que qui est vraiment intéressant là, c'est que quand on aide les gens à retrouver du travail, c'est effectivement aussi de la dignité retrouvée. Et ce que les gens veulent, c'est retrouver leur dignité, c'est retrouver du sens à leur vie. Voilà. Et donc, quand on aide quelqu'un à retrouver sa dignité, du sens à sa vie et de l'argent tout simplement pour vivre décemment, c'est aussi des familles entières qu'on aide, et ce sont des pans entiers de notre société qu'on arrive à relever comme ça. Et à ce moment précis, je pense que c'est vraiment extrêmement important de le faire. Voilà pour ma conclusion. Merci Stéphanie. Il me reste à remercier chacun de nos intervenants et intervenantes. Merci à tous pour la qualité de vos témoignages, et puis d'avoir bien accepté de répondre aux questions et aux interrogations donc des participants à cette première soirée, à cette première rencontre des Vendredis de l'écologie, qui se poursuivront donc dès la semaine prochaine, le 30 avril, avec pour thème principal la consommation encore, produire et vendre régionalement, tel sera le titre de ces secondes rencontres la semaine prochaine à 20h30, si vous le voulez bien. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.